Alors, comment une nation devient une superpuissance du football? Eh bien, ce n'est certainement pas par hasard. Ça se prépare, ça se construit, grâce à un plan méticuleux. Aujourd'hui, on plonge dans l'incroyable histoire de la dynastie du football sénégalais. Une saga faite de succès éclatants, mais aussi de défis très profonds. Regardez-moi cette liste. Franchement, ce n'est pas juste un palmarès, c'est une véritable razzia. En l'espace de quelques années à peine, le Sénégal a réussi un grand chelem continental absolument sans précédent en raflant tous les titres majeurs de la CAF. Des seniors aux plus jeunes, les U17, en passant même par le beach soccer. C'est une domination totale, absolue. Et attention, ce raz de marée, ce n'est pas le fruit du hasard ou d'une génération dorée apparue comme par magie. Non, c'est le résultat d'un long processus, d'une transformation qui a été pensée, réfléchie et exécutée sur plus de 10 ans pour construire une véritable machine à gagner. Du coup, la question que tout le monde se pose est évidente. Quel est leur secret? Comment est-ce que le Sénégal est passé d'échecs parfois très frustrants à un règne quasi sans partage sur le football africain? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre comment ils ont construit ce succès, il faut d'abord faire un retour en arrière, un retour sur une déconstruction. L'épopée incroyable de la Coupe du Monde 2002, en réalité, ce n'était pas un début, c'était une leçon sur la gloire et sur sa fragilité. En 2002, le monde entier découvre le Sénégal, avec ce parcours historique jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde. Inoubliable. Mais cet exploit, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Après une défaite en finale de la CAN la même année, le pays a connu une lente descente. Jusqu'à l'humiliation de 2010, non qualifié ni pour la Coupe du Monde, ni pour la CAN. La fête était bel et bien finie. Et voilà le point crucial à comprendre. La magie de 2002, elle reposait sur des talents individuels purs, exceptionnels, mais pas du tout sur une structure solide. Le système était fragile, incapable de capitaliser sur cet exploit. La gloire a été suivie d'une très très longue traversée du désert. Et c'est là que tout va basculer. L'année 2009, c'est un tournant majeur, une rupture. C'est l'année où le Sénégal décide de tout remettre à plat, de tout reconstruire, de la base jusqu'au sommet, mais cette fois-ci avec une vision claire. Le plan est simple en apparence, mais pour le foot africain, il est révolutionnaire. Premier pilier, la stabilité. Fini les valses d'entraîneurs et de dirigeants. Augustin Senghor reste à la tête de la fédération, Aliou Cissé prend les rênes de la sélection et on lui laisse du temps. Deuxièmement, un investissement massif dans la formation des jeunes. Et troisièmement, faire confiance aux compétences locales. Ces trois piliers vont changer le visage du football sénégalais pour de bon. Mais ce plan n'est pas parti de rien. Il s'est appuyé sur un phénomène culturel unique au Sénégal, les navétanes. Ce sont des championnats de quartier ultra populaires qui passionnent tout le pays depuis des décennies. C'est un vivier de talent et une source de passion inépuisable. La base populaire parfaite sur laquelle la nouvelle structure a pu s'épanouir. Bien sûr, pour financer une telle ambition, il faut de l'argent. Et là aussi, le Sénégal a été malin. Des sponsors locaux se sont engagés et des partenariats stratégiques ont été noués, comme celui, très connu, entre l'Académie Génération Foot et le club français du FC Metz. Ce sont ces collaborations qui ont apporté les ressources pour que la vision devienne une réalité. Et finalement, la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 a tout changé. Ça a été le grand déclic. Comme l'a très bien dit l'ancien international Dembaba, cette coupe a brisé un plafond de verre psychologique. Après des années de travail patient, le Sénégal a enfin appris à gagner et il n'allait plus s'arrêter. On pourrait s'arrêter là, sur cette belle histoire. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Parce que derrière la vitrine étincelante des titres internationaux se cache un paradoxe. Un paradoxe profond. Ce tableau illustre parfaitement la situation. D'un côté, une équipe nationale qui domine le continent avec des stars de classe mondiale, et de l'autre, une ligue locale qui peine à être professionnelle, avec des salaires très bas qui poussent systématiquement les meilleurs joueurs à partir. Ce sont vraiment deux mondes qui coexistent sans vraiment se toucher. Cette citation du juriste Djibril Diallo résume tout. Les victoires sportives finissent par masquer d'énormes faiblesses administratives et structurelles. En clair, le succès n'a pas encore permis de construire une véritable industrie du football au niveau local. Pour que ce soit concret, un joueur de la première division locale gagne entre 50 000 et 200 000 francs CFA par mois. Ça équivaut à peu près à une fourchette de 75 à 300 euros. Avec une telle précarité, on comprend pourquoi il cherche des opportunités ailleurs, même dans des championnats considérés comme modestes. Les conséquences sont directes et assez terribles. Les clubs vendent leurs meilleurs joueurs, non pas pour se développer, mais simplement pour survivre. Cet exode constant affaiblit le championnat et empêche les clubs sénégalais de rivaliser sur la scène africaine. C'est un cercle vicieux. Le système produit des talents de classe mondiale, mais en même temps, il se vide de sa propre substance. Alors, quelle est la suite? Le Sénégal est bien conscient de ce paradoxe et un nouveau chapitre est en train de s'écrire. Le défi n'est plus seulement de gagner des matchs, mais de construire une structure durable. Et cette fois, l'ambition est officielle, portée au plus haut niveau de l'État.
faire du football un véritable moteur pour l'économie nationale. On ne parle plus seulement de sport, mais bien de développement économique. La feuille de route est claire. Il faut professionnaliser les structures, avec un vrai statut pour les joueurs et les clubs. Il faut aussi mieux monétiser l'image des Lions de la Teranga. Et surtout, il faut créer un modèle économique qui permette à la ligue locale de retenir ses talents et de prospérer enfin. La question finale est donc posée. Le Sénégal a prouvé qu'il pouvait former les meilleurs joueurs du monde et gagner les plus grands trophées. Le défi maintenant, c'est de transformer cet or sportif en une richesse durable pour tout le pays. Le pays a déjà montré qu'il pouvait déjouer tous les pronostics. Reste à savoir si cette prochaine conquête, économique cette fois, sera tout aussi éclatante.